ce que nous défendons et le combat que nous menons, c'est que il faut gouverner en fonction des besoins et non pas en fonction des moyens. Donc inverser la logique actuelle, faire le recensement des besoins qu'il y a et ensuite voir comment on se procure les moyens pour satisfaire ces besoins. Donc garantir évidemment des revenus décents, développer les services indispensables comme l'éducation, la santé, la mobilité, la justice, organiser la bifurcation écologique, prendre soin des plus fragiles, et puis dans un second temps, réfléchir à la façon dont il est possible de financer. Voilà, donc après, on ne veut pas de leçons des macronistes qui sont très prompts à en donner. Donc 1000 milliards de déficit en 7 ans, enfin bon, voilà, je vous ai déjà cité plein de chiffres avec plein de milliards, mais c'est vrai que c'est complètement hallucinant en fait, la façon dont ils sont mauvais, quoi. Nous, notre programme il est intégralement chiffré et financé. Je ne le vends pas, je ne gagne rien dessus, hein, je le remonte parce qu'il est en ligne aussi, parce qu'on n'en a pas assez en papier de toute façon pour tout le monde. Donc on a rédigé un contre-budget intégral qui s'est inspiré aussi, c'est pas que une reproduction, parce qu'on avance aussi dans notre travail, on s'est inspiré aussi des combats qu'on a gagnés en commission et dans l'hémicycle, pour voir un peu dans la réalité, en fait, avec les forces en jeu, les forces politiques en jeu, ce qu'on peut gagner, comme l'amendement par exemple sur France Identité. Donc on a établi 10 priorités, je ne vais pas toutes vous les détailler, simplement quelques-unes qui me paraissent quand même fondamentales. La première, c'est permettre une vie digne à tous. Donc on l'a dit, situation de précarité, à peu près 20 millions de personnes entre les pauvres et les précaires. Donc c'est le résultat d'une politique économique, c'est très clair, qui a consisté à favoriser le capital plutôt que le travail, et c'est ça qu'il faut inverser. Il faut rétablir un rapport de force favorable aux travailleurs, leur permettre de vivre dignement de leur travail, et donc augmenter le salaire minimum, mais aussi indexer tous les salaires en général sur l'inflation. Donc au cours des 3 dernières années, par exemple, les salaires des Français, de tous les Français ont baissé, si on prend relativement à l'inflation. Donc cette politique, c'est un gouffre social, c'est un désastre économique qui, selon nous, donc empêche, en plus, enfin vraiment c'est mathématique, qui empêche les gens de consommer, évidemment. Là, ils avaient fait des prévisions de TVA qui étaient complètement lunaires, et ils s'étonnent de ne pas avoir collecté toute la TVA qu'ils avaient prévue. Je ne sais plus, ça se chiffre aussi en plusieurs milliards. Et c'est la recette principale de l'État, c'est grâce à ça qu'on vit tous. C'est d'ailleurs aussi l'impôt le plus injuste, puisque tout le monde paye la même TVA, alors que, indépendamment des conditions de revenus, quoi. Et donc ils s'étonnent de ne pas avoir collecté de la TVA, mais en fait, il y a plein de Français qui ne peuvent plus consommer tout simplement, donc en effet, ils achètent moins. Un parent sur 3 se prive de manger pour pouvoir nourrir son enfant, quand même. Un parent sur 3 aujourd'hui. Donc on ne parle pas de surconsommation, d'acheter des cadeaux de Noël délirants, etc. C'est pas ça, l'idée c'est tout simplement de vivre, quoi. Il faut aussi arrêter de s'en prendre aux chômeurs, comme on l'a dit. On trouvera cette bataille toujours de dire, je l'ai dit tout à l'heure pour le RSA, mais c'est exactement la même chose pour les chômeurs. S'ils sont au chômage, ils ont qu'à traverser la rue. Vous connaissez la citation, je n'ai pas besoin de vous dire de qui c'est, cette ânerie. Donc on a rabaissé systématiquement les droits des chômeurs, on a aggravé la précarité et c'est une aberration sociale insupportable, comme on vient de le dire, et aussi une absurdité économique, puisque en attaquant aussi les pouvoirs d'achat des chômeurs, on réduit aussi la consommation. Donc tout le circuit économique est grippé en fait, c'est un cercle vicieux tout simplement. Donc nous, ce qu'on a prévu dans notre contre-budget, c'est d'abroger toutes les réformes chômage. Parce que ça c'est pareil, ça fait, alors là pour le coup ça fait très longtemps, des dizaines et des dizaines d'années qu'on parle de ça. Donc ça n'a rien donné leur politique de toute façon. Donc les Français qui vivent au SMIC, ils vivent pas mieux parce qu'on a obligé les chômeurs à je sais pas quoi, à les pointer. Enfin, c'est des réformes qui sont purement démagogiques, c'est même pas démagogique, c'est misérable, c'est vraiment pour faire semblant de faire quelque chose.
ça vient encore accentuer cette espèce de division des Français là, entre les travailleurs pauvres, en fait, hein, ceux qui travaillent et qui ne gagnent pas grand-chose, et puis des chômeurs, finalement, qui perçoivent des indemnités qui ne sont pas si loin de ce que gagne le travailleur pauvre, qui est parfois aussi même pas à plein temps, donc en effet, qui vraiment gagne de la misère. Et donc on fait croire que on va taper un peu plus sur les chômeurs. Donc voilà, donc ça, l'extrême droite aussi, ils sont très friands de ce genre de mesures, puisque c'est la France des travailleurs, c'est ça qu'ils défendent. Donc toutes ces mesures-là qui peuvent brimer des gens, ça leur va bien. Donc ça, voilà, première chose, abrogation et salaire minimum indexé sur l'inflation. Ensuite, évidemment, rebâtir nos services publics. Les démissions qui se multiplient dans nos écoles, avec des enseignants qui n'en peuvent plus, dans les hôpitaux publics. L'hôpital de Cadillac, par exemple, je crois qu'il y a, je vais m'en dire des bêtises sur les chiffres, mais il y a un nombre incalculable de médecins qui ne sont pas recrutés parce qu'ils ne veulent plus venir dans des hôpitaux publics. Ils préfèrent aller ailleurs. Puis il faut dire que la santé mentale aussi, c'est quelque chose qui n'est pas tellement mis en valeur dans la santé en général. Donc on piétine des vocations, donc dévalorisation bien sûr des métiers, mais aussi conditions d'enseignement, j'en ai parlé tout à l'heure, conditions de travail pour ce qui concerne les hôpitaux, des conditions de travail à la Zola, quoi. Pas de moyens de bien soigner, de bien éduquer. Il faut revaloriser le salaire des fonctionnaires. Il faut lancer un plan de recrutement de fonctionnaires dans tous les services publics indispensables à la vie. Et puis réinvestir aussi dans les locaux scolaires pour garantir des bonnes conditions d'études à tous nos enfants. Et pas que à ceux qui peuvent s'offrir du privé. Et puis évidemment, lancer la reconstruction de l'hôpital public. Arrêter d'attendre des hôpitaux qui soient rentables. C'est un truc aussi incroyable, ça. On attend des hôpitaux publics qui soient rentables aujourd'hui. C'est des tarifications à l'acte, on leur demande de privilégier des... Enfin, c'est complètement fou. On joue avec la santé et on joue avec les humains, en fait, quoi. Augmenter les moyens des hôpitaux publics, et en particulier ceux de la psychiatrie. Et puis créer un pôle public de médicaments pour permettre la production de médicaments essentiels et les sortir des logiques de marché et de profit. On a vu tous ce qui s'est passé avec Sanofi. 1 milliard, dans les chiffres, après moi je dis n'importe quoi. Donc 1 milliard de crédit impôt recherche qu'ils ont capté avant d'aller vendre le Doliprane aux États-Unis. Donc le crédit impôt recherche, c'est une dotation d'État pour faire de la recherche normalement. Donc bien sûr que c'est nos sous, et c'est censé leur donner des moyens de faire de la recherche, etc. Donc ça veut dire que quand on capte ces crédits-là, ça veut dire qu'on fait beaucoup de recherche, mais qu'on n'est pas capable de produire un vaccin en étant un parti. Puisque vous l'avez vu aussi. Voilà, donc l'accès aux services publics doit être offert à tous sur le territoire. Et il faut avoir le courage aussi, à un moment donné, de mettre les pieds dans le plat et de réguler l'installation de médecins dans les déserts médicaux. Ça se fait au Canada, ça se fait dans d'autres pays, et il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. Alors je sais, il y a beaucoup de médecins, il paraît, à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais c'est pas grave, à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes et faire quelque chose là-dessus. Donc évidemment sur les mobilités aussi, il y a un enjeu qui est très fort, puisque réguler l'installation de médecins c'est une chose, mais il faut aussi pouvoir se rendre dans les services publics. Et donc il y a tout un volet à faire sur les mobilités. On a produit, je ne sais pas si on en a amené ce soir des livrets sur la LGV, avec Loïc Prudhomme, donc député LFI de la 3e sur Bordeaux. Voilà, on a sorti un petit livret pour faire des contre-propositions aussi, puisque on nous dit partout qu'on s'oppose à tout. Certes, on est opposé à beaucoup de choses, étant donné la configuration de la France aujourd'hui, mais par contre, on a toujours des contre-propositions. Donc on a travaillé avec Louis Prudhomme et puis avec nos équipes bien entendu, sur des contre-propositions par rapport à la NGV. Je ne sais pas si vous savez, 14 milliards qui sont prévus. Donc on est déjà, selon SNCF Réseau, on est déjà à 20 milliards de toute façon, déjà, avec des circonstances, des retombées sur l'environnement qui sont absolument catastrophiques, des hectares dévastés, bref, des nuisances incroyables pour les riverains qui verront passer le train, évidemment qui ne monteront pas dedans, puisqu'il n'y aura pas des gares partout avec cette LGV. Donc voilà, nous, ce qu'on dit tout simplement, c'est qu'avant de mettre des milliards et des milliards et des milliards, des dizaines de milliards sur des lignes finalement qui sont réservées
toujours pareil, hein, un peu à une élite. Quand on voit l'état des trains du quotidien aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a qui prennent le train hein, pour faire Bordeaux dans le Long, ou même les lignes de bus. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est remettre l'argent sur les transports du quotidien, et il y en a vraiment besoin. Donc ensuite, très rapidement, garantir un logement digne à tout le monde, donc un programme de reconstruction de logements en redonnant les moyens aux bailleurs sociaux qui n'ont plus de moyens aujourd'hui, puisque l'État avait aussi décidé sur le dernier PLF de faire des économies là-dessus. Donc on a enlevé des moyens aux bailleurs sociaux en leur disant vous n'avez qu'à revendre votre stock pour vous faire de l'argent, mais c'est pas si facile. Et moi je connais, j'ai été voir le maire de Noailhac qui a des terrains constructibles. Gironde Habitat, donc bailleur social, est intéressé pour construire sur ces terrains, sauf qu'ils n'ont pas les moyens en fait, d'intervenir. Donc on marche complètement sur la tête. Je veux dire, il y a un maire qui est d'accord, qui a des terrains constructibles, il y a un bailleur social qui est prêt à faire l'opération, et il n'a pas les moyens, et le problème numéro 1 pratiquement de la France, c'est le logement. Donc voilà, il faut absolument réinjecter de l'argent là-dessus. L'éducation, la jeunesse, on en a parlé, mais voilà, l'histoire de la gratuité à l'école, c'est quand même fondamental. L'école de la République, l'égalité des chances, elle est où quand l'école n'est pas gratuite? C'est pas normal. Donc gratuité de l'école, sur la cantine, les fournitures, les activités périscolaires, et puis le repas à 1 € dans les crous. Quand on voit les étudiants pauvres aussi, c'est terrifiant. L'organisation de la bifurcation écologique, donc avec les transports collectifs, j'en ai parlé bien sûr, partout dans nos ruralités et pas que dans les grands centres urbains. Donc il va falloir aussi être inventif sur ces notions-là, c'est-à-dire que les transports collectifs, mais il y a aussi peut-être d'autres méthodes, utiliser les voitures individuelles pour des systèmes, alors pas forcément du covoiturage, mais il y a du stop accompagné qui commence à se développer dans certaines régions sur des trajectoires où il y a beaucoup de passages, où on installe des panneaux lumineux tout simplement, et puis vous arrivez sous le panneau, vous dites bah, je vais dans cette direction-là, et tous les gens qui font de l'autosolisme, et il y en a beaucoup, qui sont sur votre trajectoire, et donc vous montez dans leur voiture au lieu d'en prendre une en plus à vous, quoi. Voilà. Donc ça, il va falloir être inventif là-dessus. Une autre mesure qui est prendre soin des plus fragiles, et en particulier de nos aînés, en lançant un plan grand âge et en soutenant les EHPAD. On est allé voir avec Léo, sur leur demande, on est allé rencontrer l'EHPAD de Créon et celui de Saint-Macaire. Donc 86% des EHPAD de Nouvelle-Aquitaine sont en déficit. Donc ceux qui vont bien, ils commencent à grignoter leur trésorerie, celui de Montségur ne fait pas exception. Ils commencent à grignoter un peu leur trésorerie, sauf qu'à un moment donné, ça va s'arrêter, hein, forcément. Ils ont aussi révisé un petit peu leur grille tarifaire, mais bon, les gens qui sont dans des EHPAD, ils n'ont pas non plus des moyens démesurés, la plupart. Et ça, c'est pareil, donc tous les ans, les dépenses augmentent et les recettes diminuent. Donc là aussi, il faut impérativement aller les aider. Et puis évidemment, les collectivités territoriales, l'avant-poste des services publics, bien entendu. Donc je l'ai dit tout à l'heure, 10 milliards en moins. Plus d'autonomie fiscale, et ça c'est peut-être le coup le plus dur qu'on a pu faire aux collectivités territoriales, c'est-à-dire que petit à petit on leur a enlevé toute autonomie fiscale. Donc les premiers touchés, c'est vraiment les départements, hein, et qui dit département dit l'action sociale en particulier. Il faut savoir en plus que le département de la Gironde, il avait étendu vraiment ses compétences sur plein de champs sur lesquels on n'attend pas forcément, mais qui sont précieux pour les gens, sur l'agriculture par exemple, sur la culture aussi, mais même dans sa compétence obligatoire, donc action sociale et lecture publique, on l'oublie trop souvent, mais c'est une compétence obligatoire du département. Ils n'ont absolument plus les moyens de fonctionner. D'ailleurs, c'est demain matin qu'il y a une manifestation au conseil départemental de la Gironde, donc on ira. Par exemple, le pont du Rouergue, je pense qu'il y en a ici dans la salle, je crois que j'en ai vu, c'est un sujet. Et c'est un sujet, c'est le département qui gère cet ouvrage, qui n'a pas les moyens pour l'instant du tout d'intervenir dessus. Les aura-t-il dans l'avenir? On espère, bien sûr, parce que voilà, un exemple, un pont, c'est idiot, mais ça change complètement la vie des riverains.
Et donc c'est absolument essentiel de pouvoir entretenir. Et le sujet des ponts, c'est un sujet qui concerne la France entière. Donc il faut aussi redonner des moyens là-dessus. Et puis, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Noailhac, mais bon, il y a aussi des histoires sur la nationale, pas la nationale, justement, la départementale 116. Enfin bref, quoi, les routes, tout ça, c'est le département aussi. Donc c'est vraiment notre quotidien, de la maternelle, donc les assistantes maternelles, au grand âge, en passant par les routes, voilà. Donc il faut impérativement redonner certainement une autonomie fiscale, mais bon, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas des moyens absolument aux collectivités territoriales et surtout arrêter de serrer la ceinture au département. Et puis évidemment, changer de modèle agricole, bien entendu, défendre nos agriculteurs en planifiant et non pas en amenant des petites mesurettes, des cautères sur des jambes de bois. Il faut absolument planifier sur 10 ans, il faut faire des politiques structurelles, arrêter de faire des politiques conjoncturelles. Les agriculteurs n'en peuvent plus. Aujourd'hui, on est sur une filière viticole, sur la 12e, qui est en énorme souffrance, mais qui est une trajectoire qui est aujourd'hui structurelle. C'est-à-dire qu'il y a une déconsommation du vin rouge qui fait qu'on ne retrouvera jamais les niveaux de production et de consommation, en tout cas des débouchés pour ces productions et ces consommations. Donc il faut inventer des filières, et de toute façon le changement climatique va nous forcer à revoir aussi plein de métiers, et pas que les agriculteurs, c'est peut-être les premiers touchés, mais pas que les agriculteurs. Hier il y avait quelqu'un qui me posait la question, mais si vous mettez tous les camions dans des trains, qu'est-ce qu'ils vont devenir les chauffeurs routiers? Oui, c'est une vraie question, bien entendu. Il faut l'anticiper, il faut le planifier. Alors, tous les camions ne seront pas dans des trains, mais il y en aura un certain nombre, j'espère. Et donc, il va falloir, bien sûr, penser à des reconversions sur plein de métiers qui ne vont pas être souhaitables de continuer à faire demain. Mais ça, la vie, elle est comme ça. Donc, moi, la première chose que j'ai faite, quand même, c'est, en arrivant, en prenant mon mandat, c'est d'aller voir sur le terrain tous les acteurs de l'agriculture et de la viticulture, parce qu'en effet, ce n'est pas vraiment mon domaine de compétence au départ. Donc j'ai rencontré le collectif Viti 33, le CIVB, les vignerons indépendants, les coopératives, je suis allée au salon Vinitec, rencontrer la FNSEA, je suis allée à l'Assemblée Générale des retraités agricoles, où j'ai pu constater que les retraites agricoles sont catastrophiques, enfin vraiment... voilà, ils font partie aussi, les retraités agricoles, vraiment des pauvres, des maltraités de la France. Et puis ensuite, je suis allée voir les institutions, préfets, sous-préfets, chambre d'agriculture, SAFER, pour voir un petit peu ce qu'il y avait dans les tiroirs et ce qui était prévu. Et pas grand-chose, en fait. Voilà, pas grand-chose. C'est vraiment, on agit au coup par coup, on réfléchit. Alors, peut-être on n'a qu'à faire de l'olive, peut-être on n'a qu'à mettre des panneaux agrivoltaïques partout, peut-être on n'a qu'à... oui, mais le marché de l'huile d'olive, il y a déjà beaucoup de gens dessus. Donc, il y a le sud-est de la France qui pousse des hurlements en disant ça va pas la tête, c'est pour nous, l'huile d'olive, c'est pas pour vous. Enfin, voilà, il faut réinventer des filières. Enfin, c'est tout un travail structurel qu'il faut faire. Il faut le faire sérieusement, il faut le faire avec tous les acteurs, et il faut le faire sur 10, 20 ans, pour voir un peu. Donc tout à l'heure, il y avait la dame qui nous proposait une reconversion, comme il y a des cuves et tout ça, en filière brassicole. Moi, je veux bien, enfin, on parle aussi de nourrir la France, à un moment donné, donc passer du vin à la bière, je veux bien tout, mais c'est pas exactement comme ça qu'on nourrit nos enfants, même s'il y en a qui le regrettent. Voilà. Et puis il y a énormément d'artisans, brasseurs, il y a des bières artisanales qui se montent de partout, enfin bon bref. Tout ça pour dire que tout le monde est un peu au radar en fait, et qu'il va vraiment falloir penser à l'échelle nationale, à une planification de l'agriculture, à voir qu'est-ce qu'on peut faire parcelle par parcelle, peut-être pas, mais regarder par rapport à la qualité des sols, par rapport à la ressource en eau, qui est un problème essentiel, puisque la vigne n'a pas besoin d'être arrosée. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'autres cultures qui n'ont pas besoin d'eau, donc tout ça, il va falloir faire. Donc voilà, moi c'est la première question écrite aussi que j'ai adressée à la ministre au mois d'octobre, de savoir qu'est-ce qui était prévu par l'État pour répondre à la crise de la viticulture. Et donc j'attends toujours sa réponse.
certaines populations.